Mesdames et messieurs de la presse, nous allons parler de Minembwe, la commune rurale de Minembwe. Mais pour cela, il faut inscrire ça dans un cadre, le cadre juridique. Ce sera le premier point. Le deuxième point, ça va concerner les faits. Comment les faits se sont déroulés. En fait, je n'aurais pas parlé, en tout cas pas dans ces circonstances. J'ai choisi de parler. Je serai très lent et je lirai, quitte à ce que j'expose plus tard, sommairement, parce que le sujet est très technique. Et je vais l'aborder techniquement, juridiquement, même si je ne suis pas juriste. Je n'allais pas parler, mais mon nom a été longtemps cité par des journalistes, des hommes politiques, de mauvaise foi, dans un sens ou dans un autre. Il fallait que je parle pour clarifier les choses d'une part, mais aussi pour mobiliser la population, parce que ce qui nous arrive est très grave. Les premiers points, c'est le cadre juridique. Quel est le siège de la matière? Conformément à l'article 3 de la Constitution de notre pays, la commune est une entité territoriale décentralisée, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par l'article 64 de la loi organique du 7 octobre 2008. Pourtant, organisation, composition et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces. Une commune, de manière générale, mais surtout une commune rurale, c'est quoi? C'est soit un chef-lieu de territoire, chef-lieu de territoire, quel qu'il soit, est déjà une commune rurale. C'est soit une subdivision de la ville, Matete, Ngassani, etc., soit encore une population ou une agglomération ayant une population de plus de 20 000 habitants, à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré les statuts des communes rurales sous les conditions de forme ci-après. Donc c'est soit chef-lieu d'un territoire, chef-lieu, donc une agglomération représentant le chef-lieu d'un territoire, soit une entité dans une ville, une subdivision d'une ville, c'est soit encore une agglomération, qui n'est pas un chef-lieu du territoire, mais qui a plus de 20 000 habitants, à laquelle, parce que pour ce qui est du chef-lieu du territoire, le Premier ministre ne donne plus la qualité. Enfin, il est bien tenu. Vous avez dit, il ne donne plus la qualité. Mais alors, pour cette agglomération de plus de 20 000 habitants, le Premier ministre, par un décret, confère à celle-ci les statuts de communes rurales, mais sous des conditions de forme. La première condition, ça doit être sur proposition du Premier ministre, plutôt du ministre ayant les compétences dans les affaires intérieures. La deuxième condition de forme, c'est après avis conforme de l'Assemblée provinciale compétente. Nous sommes dans les Kivu et il fallait donc un avis de conformité de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Enfin, un deuxième point qui explique aussi les rapports entre les autres entités qui ne sont pas des communes rurales, c'est les chefs-lieux des secteurs ou des chefferies qui ne peut pas être une entité ou une agglomération appelée commune rurale. Donc le chef-lieu d'un secteur ou d'une chefferie ne peut pas être érigé en commune rurale. Ça, c'est le cadre juridique. Maintenant, quels sont les faits? Comment les choses se sont passées en ce qui concerne Minembwe? Le 9 juin 2009, le gouverneur de la province du Sud-Kivu propose à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu l'érection de certaines agglomérations de la province du Sud-Kivu en commune. C'est le gouverneur du Sud-Kivu qui propose à l'Assemblée provinciale pour qu'elle donne son avis conforme. Par sa recommandation du 7 octobre 2009,
Elle était saisie, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, en juin 2009 par le gouverneur. Et elle se prononce le 7 octobre 2009, plus ou moins 4 mois après. Elle se prononce en donnant son avis conforme sur les agglomérations à ériger en ville et en commune dans la province du Sud Kivu. L'agglomération de Minembwe n'est pas reprise dans l'avis conforme en 2009. Par décret du 18 février 2012, se fondant sur cet avis conforme et sur proposition du ministre de l'Intérieur, je vous ai dit que le Premier ministre, pour signer la proposition, doit venir du ministre compétent en la matière. Ici, c'est le ministre des Affaires intérieures. Donc, sur cet avis conforme et sur proposition du ministre de l'Intérieur, le Premier ministre Adolphe Modilito confère des statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud Kivu, à l'exclusion notamment de Minembwe. Et cela se passe en 2012, février. En juin 2013, soit une année et demie environ, en juin 2013, par décret, sur proposition du ministre compétent des Affaires intérieures, le Premier ministre Matata abroge le décret de son prédécesseur, Adolphe Muzito. Une année après, le décret de M. Muzito est abrogé par un autre de M. Matata, qui à la place prend un autre décret, en fait, qui abroge le premier. Il reprend dans les visas, l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, avis qui a servi de soubassement à M. Muzito pour son décret. Lui, il reprend les mêmes avis et confère les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud Kivu, en incluant Minembwe, dont les frontières sont du reste fixées dans ce même décret. Le paradoxe, on aura peut-être le temps d'y revenir, c'est qu'il se réfère à un avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu qui ne prévoit pas Minembwe. Mais lui met ça dans son décret et il va jusqu'à mettre les frontières de Minembwe. Par décret du 22 juillet 2015, nous étions en 2012, 2013, maintenant on est en 2015. 2012 c'est Muzito, 2013 c'est le décret de Matata, et maintenant on est en 2015, en juillet. Le Premier ministre Matata décide de surseoir à l'exécution de certaines dispositions des décrets évoqués si haut, du 13 juin 2013, donc son propre décret. Donc, il décide de surseoir à l'exécution de son propre décret une année après, j'imagine. Non, 2 ans après ou 3 ans. 2 ans après. Nous passons à un 4e décret. C'est celui de mai 2018. Le Premier ministre Bruno Tshibala, sur proposition des ministres Henri Mova et Azarias Roubera, décide de lever la surséance de l'exécution des dispositions de tous les décrets 6 visés. Il prend un autre décret, M. Tshibala, il dit on lève la surséance qui rappelle le décret de M. Matata. On le réactive. Par son arrêté, maintenant on passe à l'arrêté, du 20 novembre 2018, se fondant sur la mesure des levées des surséances et sur le décret du 13 juin 2012, du Premier ministre Matata, ainsi réactivé parce qu'on a levé la surséance de ces décrets-là, lui-même a suspendu son décret, mais celui qui vient après lève la suspension, la surséance. Alors les premiers ministres, les vice-premiers ministres plutôt, ministre de l'Intérieur, M. Henri Mova, désigne à titre intérimaire dans la commune de Minembwe un bourgmestre et un vice-bourgmestre. Vous voyez les cafouillages qu'il y a. Alors, comment on peut décrire ce contexte de Minembwe? Ça montre que Minembwe, en réalité, alors qu'on a l'impression que c'est un petit point dans la République, ça montre qu'il y a, en fait, dans l'attitude des gens, le fait que Minembwe n'est que
un arbre. Pourquoi un arbre qui cache la forêt? C'est quoi la forêt? L'érection des Minembwe en commune rurale, sans avis conforme des représentants locaux ou provinciaux, est l'expression de la culture politique néocoloniale des héritiers de Léopold II. Les héritiers de Léopold II, qui était un monarque étranger et qui, en 1885, à la conférence de Berlin, s'est accaparé de nos terres en les déclarant vacantes. Nous sommes, nous, les occupants de la RDC, moi compris, parce que j'appartiens à une élite politique, ou une élite tout court. Nous confisquons les terres des communautés locales et nous les cédons à qui nous voulons. C'est ce qui se passe dans le domaine minier. Ces terres, au commencement, étaient la propriété des communautés locales. En juxtaposition, les communautés locales ont transféré leur souveraineté d'une part, mais aussi leurs terres à un monarque occidental. Ce sont décédés et il a fait de ces terres, il leur a donné un tout petit peu. C'est lui qui décidait de tout. Il est parti, mais on n'a fait que changer de maître. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. La souveraineté de ce peuple n'a jamais eu lieu. Non seulement on leur confisque leurs terres, mais aussi on leur confisque leur pouvoir. Il s'agit ici de la volonté politique des dirigeants au niveau central de prendre le pouvoir des autorités locales et de s'accaparer de leurs terres ainsi que de leurs ressources, d'où la problématique de la décentralisation. Il est prévu 40% qu'il faut donner aux provinces, qui doivent les répartir aussi aux entités décentralisées et peut-être déconcentrées aussi. Ce n'est pas fait. Ça correspond exactement à la même chose qui consiste à ce qu'on décide sur les ressources des communautés locales, on décide, on prend le pouvoir, on s'est réparti au sommet les ressources nationales sans tenir compte de ces entités. C'est tout un projet politique, on ne va pas épuiser ça aujourd'hui. Moi, je me limite à dire qu'il s'agit dans ce que nous voyons à Minembwe, une volonté politique des gens d'en haut, de décider en haut de ce qui, en principe, devait être décidé en bas par les communautés locales. Cette situation consiste à décider à leur place, à la place des communautés locales, ce qui est antidémocratique et constitue une dictature. Les gens pensent que la dictature, c'est contre un individu ou des individus, un groupe de. C'est aussi la dictature du pouvoir central sur les autres articulations de l'État, en confisquant le pouvoir prévu par la Constitution pour ces entités locales, ainsi qu'en gérant à leur place la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. C'est aussi une confiscation du pouvoir des entités centralisées, c'est-à-dire des provinces, parce que ce qu'on leur donne leur appartient et devait l'être par les provinces. On n'aura peut-être pas le temps de revenir, ça fera l'objet d'autres conférences. La bonne foi elle-même ne suffit pas, encore faut-il qu'on respecte les points. Avis et suggestions. Pour absence d'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, donc pour vice de forme, les décrets du Premier ministre Matata, réactivés par la décision de lever des surséances prises par le Premier ministre Bruno Gilles-Palin et entachées d'illégalité et de faux, en ce qu'il viole des dispositions de l'article 45 de la loi organique d'octobre 2008 relative aux entités administratives décentralisées et fait état d'un avis conforme et inexistant. Parce que ce décret fait avis, fait plutôt état dans sa disposition d'un avis de l'Assemblée provinciale, l'avis conforme, qui est inexistant en fait. Celui qui existe ne prévoit pas minimum. Ainsi, ces décrets auraient dû être rapportés, voire même retirés, à défaut d'être annulés à la suite d'un recours juridictionnel auprès du Conseil d'État dans les délais légaux qui malheureusement sont déjà dépassés ou expirés. L'existence du faux dans les motivations du décret
peut également peser ou poser la question de responsabilité pénale dans le chef de ses auteurs. À ce stade, pour anéantir tous les effets dans le passé, ces décrets doivent être purement et simplement rapportés par parallélisme des formes et des compétences. Respecter et la forme et la compétence par l'autorité appropriée. Il ne devrait donc pas être abrogé au risque d'un vide juridique en vue de la réactivation du décret de février 2012 du Premier ministre Adolphe Uzito. Si nous retirons les décrets de M. Matata, il faut les retirer parce qu'il est caractérisé par les faux et l'illégalité. À ce moment-là, on réactive le décret de M. Uzito qui, lui, respecte les différentes procédures et les questions des fonds. À défaut de retirer ces décrets, il faut bien sûr que ça soit ce qui sera discutable. Ce qui est une ordonnance présidentielle, si nous étions dans la légalité et la légitimité des institutions, ce qui devait se faire, c'était que le président de la République, pour des raisons politiques et politiquement, puisse annuler les décrets, décriés, pour cause d'illégalité manifeste, quitte à provoquer le tollé, à savoir que provoquer une poursuite en justice contre la décision qu'il aura prise du point de vue juridique parce qu'il n'est pas compétent non plus. Il peut agir politiquement, mais juridiquement, il n'est pas compétent. Tout simplement parce qu'il n'est pas chef administratif du Premier ministre. Dans un cadre purement qui veut que notre régime veut un équilibre de pouvoir et que le Premier ministre est une autorité qui gère une institution comme le président de la République. Politiquement, il peut le faire. Et quitte à ce qu'il se soumette à la procédure judiciaire, juridictionnelle qui voudra que on puisse constater qu'il était dans l'illégalité. Toutefois, dans la mesure où l'agglomération des Minembwe remplirait les conditions des fonds pour être érigée en commune aujourd'hui, pas hier, une concertation entre toutes les communautés locales est nécessaire pour dégager un consensus qui conduirait l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu à émettre cette fois-là un avis conforme qui est un préalable, car la décision, en fait, doit venir de la base du pouvoir coutumier et des propriétaires terriens, parce qu'il s'agit ici des terres et du foncier, des mines et autres. Donc si l'agglomération peut être considérée aujourd'hui par commune, pour autant qu'elle remplisse les conditions de fond, il faut remplir les conditions de forme la condition de forme qui veut que l'Assemblée provinciale donne son avis conforme si on l'a consulté par la suite, et à cette occasion-là. Mais elle aussi, pour agir, elle devra discuter avec les communautés locales, qu'elles soient d'accord pour besoin de paix, etc. Parce qu'il y a des dimensions foncières et autres, sous réserve de ce que j'ai dénoncé, à savoir que les propriétés foncières des communautés locales ont été confisquées par le pouvoir central que nous sommes. Depuis qu'on a eu la souveraineté internationale, ceux qui au commencement étaient souverains avec leurs terres ont perdu cette souveraineté parce qu'ils n'ont pas de titres pour les propriétés. On dit d'eux qui sont les chefs des terres, mais c'est tout simplement verbal. Il leur faut les terres et ils doivent se partager avec le pouvoir central les terres, quitte à ce que les communautés locales soient concessionnaires. Et pourquoi pas propriétaires, parce qu'au départ, au commencement des temps, avant la colonisation, elles étaient propriétaires. Mais, même dans cette hypothèse-là qui aurait avis conforme, pour Minembwe, il y a lieu de noter qu'un avis conforme entraîne une compétence liée du Premier ministre, pour autant que toutes les conditions légales et des fonds et des formes soient réunies, encore que la loi ne lui fixe pas un délai pour prendre son décret, même dans ce cadre-là. Je vous remercie. C'était là mon exposé, peut-être un commentaire. Je préfère que des questions soient posées pour que je commente au fur et à mesure. Ce décret-là, qui abroge les miens, c'est un faux
il est illégal. Ça signifie que Minembwe n'existe pas juridiquement. Je dis bien n'existe pas juridiquement. Et donc, si on veut que Minembwe existe, il faut constater le fait qu'il n'existe pas d'abord, et puis engager une procédure qui implique une dimension politique, qui implique que cette fois-là, qu'on respecte la volonté des communautés locales. Donc, il n'y a pas eu de pression, même s'il y en avait, je ne vous le dirai pas. Jugement de valeur sur une personne, encore ici, nous parlons du Premier ministre, nous ne parlons pas des individus. Je n'ai pas un jugement de valeur à émettre sur la personne, moins encore de la qualité de Premier ministre concerné par ces décrets. Je constate les faits et je constate que juridiquement, les décrets qui ont été pris sont illégaux. Et la procédure qui a accompagné la mise en place des Minembwe jusqu'à ces jours pour qu'on en arrive à la nomination de bourgmestre, cette procédure est illégale. Je constate ça en point. Je n'ai pas d'état d'âme pour ça. Qui édicte Minembwe comme commune rurale est un faux. Je ne suis pas venu émettre un point de vue sur les personnes qui occupent Minembwe ou bien d'autres. De toute façon, je ne suis pas historien à cet effet. Il faut constater l'irrégularité qui a caractérisé cette démarche. On peut aller jusqu'au soupçon, mais ce n'est pas l'objet des discussions. Le moment venu, j'aborderai cet aspect du problème. Déjà pour la forêt, d'abord l'arbre et la forêt. Minembwe, c'est un arbre. Dans une très grande forêt que Minembwe cache. Donc nous nous intéressons seulement à Minembwe, alors que la plupart des communes sont victimes des communautés locales. Les provinces sont victimes du pouvoir central en ce qu'on leur enlève les ressources. On leur enlève les patrimoines. Les terres appartiennent au pouvoir central. Vous vous souvenez que j'ai été dans les Kwango pour relever une contradiction de mon point de vue qui voulait que des vaches étaient venues de l'Est pour s'installer dans le Bandundu, dans le Kwango, sans que les communautés locales aient été saisies et sans qu'elles soient d'accord. Les gens ont tendance à penser que j'étais contre le fait que c'était des toutis. Ça peut être ça, mais principalement, ce n'est pas ça. C'était le problème qui veut que l'État s'empare de toutes les terres, il prive aux communautés locales leurs terres, ne leur donne pas de titres à cet effet, parce qu'il n'y a jamais eu inventaire. Là-bas, Lok Bakajik a dit que l'État est propriétaire du sol et du sous-sol. Mais elle prévoit que l'État devait se partager ses terres avec les communautés locales, pour qu'on distingue d'une part les terres de l'État, d'autre part les terres des communautés locales, soit comme propriétaires, soit comme concessionnaires perpétuels, afin que les communautés locales jouissent de leurs droits, y compris en accueillant les Tutsis qui viennent pour négocier avec ces autorités-là, pour s'associer éventuellement avec leur accord, afin qu'on crée un capitalisme national qui montre au commencement des temps, il y avait des communautés qui avaient la féodalité, qui avaient des terres, et qui rentrent dans le capitalisme avec des développements en s'associant d'autres investisseurs qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, de l'Europe. Cette situation veut que quand les gens viennent, ça pouvait être des gens qui viendraient par exemple de Massimanimba, vers le Kwango, ou qui viendraient d'ailleurs, du Bandundu dans le Bas-Congo, auprès des localités, qui seraient entrés en conflit, parce que ces personnes, de manière générale, seraient venues dire que c'est des terres vacantes, ou dire qu'elles venaient du pouvoir central, et ça créerait un conflit. Nous sommes devant cette situation-là, où il y a d'une part un conflit entre l'État qui a pris toutes les terres et les communautés locales qui ont été vassalisées. Ça vous concerne, parce que vous êtes tous des descendants d'une lignée qui a des terres à l'arrière-pays, mais vous n'avez pas de titres, ni vous, ni vos propriétés extérieures. Tout appartient à l'État. Et l'État, c'est qui? L'État, c'est qui? C'est Kabila, c'est Mouzito et lesquels autres? C'est ce qui fait qu'ils s'emparent des terres, propriétés minières, foncières, ils s'associent avec des investisseurs, ils entrent dans l'actionnariat, et les communautés locales ne sont pas dans l'actionnariat pour quatre. C'est comme les Batéké ici. Ils ont été propriétaires, mais comme il n'y avait pas un projet politique pour les aider à entrer dans l'actionnariat, avec beaucoup d'entreprises qu'on a hérité du pouvoir colonial ici à Kinshasa, ils ne sont pas des patrons, ils ne sont pas actionnaires, ils ne sont pas dans l'économie moderne. Voilà donc ce qui s'est passé, qui ne se passe à Minembwe. Oui, il y a un problème des terres, le problème des jouissances et des droits des communautés locales, parce que c'est ça qui énerve les communautés locales, qui voient leurs terres confisquées, qui voient leurs terres occupées, comme elles ont été occupées par les Léopoldais. Ça continue avec des nouveaux Léopoldais qui occupent les terres, qui les cèdent à qui ils veulent, ou qui s'en emparent, ou qui forment un capital là-dessus, sans que les communautés locales. Ça, c'est la propriété terrienne. Mais il y a aussi les ressources, les 40%.
c'est confisqué par le pouvoir central. Soit que ce n'est pas versé, soit c'est versé suivant la volonté des gens du pouvoir central, qui prennent les décisions à la place des communautés locales, surtout à la place des provinces, pourtant qui ont des compétences exclusives, l'enseignement, la santé, l'agriculture. Voilà ce que je trouve comme forêt, l'essor des communautés locales, l'essor des provinces, qui ont des pouvoirs, qui ont des domaines, et pour lesquels la décision vient de Kinshasa, et surtout des dirigeants politiques sans respect des procédures et qui en fait agissent à titre personnel pour s'accaparer des droits ou pour faire plaisir à ceux qu'ils considèrent comme étant les leurs. Donc voilà l'arbre et la forêt. Maintenant, le président de la République, vous l'appelez président de la République, je vous les concède, mais nous ne reconnaissons pas son pouvoir ni le pouvoir des institutions actuelles. Je l'ai dit ici, c'est sous l'hypothèse que nous étions en situation de légalité. Voilà ce qu'il aurait pu faire. Mais maintenant, moi je pense que, il ne peut pas décider, parce que c'est ça, c'est pas la procédure pour un président de la République de décider, de l'agir par ordonnance. D'une part et d'autre part, il doit promettre qu'il va, encore qu'il l'a promis en disant qu'il va annuler ou qu'il annule. Il n'a pas le pouvoir d'annuler verbalement. Il peut annuler par décret, plutôt par ordonnance, et encore en le faisant, il poserait un problème d'illégalité juridique que je viens d'indiquer. Il le ferait politiquement comme il a semblé le vouloir. Mais juridiquement, il sera poursuivi. Ça, c'est d'une part. D'autre part, dans ce qu'il a dit, il a dit qu'il met en place une commission. Nous sommes dans une matière de gestion. Le chef de l'État n'est pas un gestionnaire de la République. C'est le gouvernement, à travers le Premier ministre et ses ministres, qui devait mettre en place, à sa demande, dit, messieurs, ça ne doit même pas être un ordre, parce qu'il serait en train d'interférer. Il avait demandé au Premier ministre, il y a tel problème, essayez d'examiner dans le cadre de vos compétences avec votre gouvernement, et dites à la République qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui doit être. Ça, c'est le garant du fonctionnement des institutions qui doit s'adresser à une des institutions pour dire comment vous pensez résoudre ces problèmes. C'est ce qui devait se passer. Maintenant, en créant la commission, si cette commission prend une décision, qui va l'appliquer? Il ne va pas donner un ordre au gouvernement pour appliquer une décision qui aura été élevée à son niveau par ses conseillers avec cette commission, quelque indépendante soit cette commission-là. Donc, encore une fois, il rentre dans les prérogatives de la gestion courante du gouvernement. Et je pense que là-dessus, il se met le doigt dans l'œil. Malheureusement, il n'y a personne pour le constater. Moi, encore les journalistes. Transformer en néocolonisation, une nouvelle colonisation, cette fois-là, utilisant les fils du pays ou les pays voisins pour dominer la population. Quand je dis néocolonisation, c'est le fait que nous-mêmes, les dirigeants, nous confisquons à nos propres frères, à nous-mêmes d'ailleurs, les terres qui nous appartiennent ancestralement. Nous nous accaparons des richesses du sous-sol. Quand on signe un accord avec bientôt la Yuraïnga, est-ce que vous connaissez la valeur des sites? Et vous connaissez ce que sera le capital du Congo dans ces sites-là? Vous connaissez la valeur de l'eau qu'on va donner en concession? Est-ce qu'on a titrisé cet espace-là pour le mettre dans l'actionnariat de l'entreprise nouvelle qui va exploiter? Est-ce que Inga 1 et 2 sont-ils actifs patrimoniaux des SNEL? Quelle est la valeur de cet actif? En fait, sachez que notre économie est d'abord domaniale, à 99% une économie publique, parce que la propriété privée n'existe presque pas. Encore que pour qu'il y ait propriété privée, il faut que les Congolais soient propriétaires quelque part. On est propriétaire nulle part. Nous en avons que les sous-sols et les sols qui auraient pu nous revenir, mais qu'on nous a confisqués par nous, en notre propre organisation. Donc c'est ce que j'appelle la néocolonisation. C'est cette forêt qui veut que globalement, nous avons des actifs patrimoniaux. On a la richesse, qui ne fait pas l'objet d'une comptabilisation publique, qui est confisquée par les pays voisins comme vous les connaissez. M. Tshisekedi en a cité certains. Il n'a jamais allé chercher à revendiquer les droits. C'est ça la néocolonisation, le fait que nous soyons dirigés comme sous-traitants d'un système international qui a des relais locaux, mais qui a aussi des relais intermédiaires, des sous-traitants qui sont des pays voisins. C'est ça la néocolonisation, c'est la nouvelle colonisation. Et c'est ça la grande forêt qui ramasse tout ça et qui fait que Minembo n'est qu'un petit arbre qui cache la forêt, un arbre qu'il faut traiter comme question à traiter. Donc c'est tout ça ensemble. Ça concerne les problèmes des terres, contrer les problèmes des finances publiques. Ça concerne le fait qu'on n'ait pas de sécurité parce qu'on n'a pas de finances. Ça concerne qu'il y ait des jeunes gens, des délinquants, des jeunes gens qui demandent leur part. Regardez un peu ce qui se passe
au Katanga, et Katakatanga. C'est des jeunes gens qui sont encore et qui demandent leur part obligatoire, qui veulent des routes pour eux là-bas, pour qu'ils participent à la vie nationale, puisqu'ils sont exclus, ils cherchent à revendiquer et ils adhèrent à tout mouvement qui les manipule, etc. Ils sont même en conflit avec leurs propres frères. Katanga, Kassaya. Toutes nos communautés vivent là depuis des millénaires. Il y a un prof qui me disait, mais nos communautés, nos tribus n'ont pas d'âge. Est-ce que tu peux dire, les Balouba existent depuis quand? On ne connaît pas les âges. Peut-être qu'ils parlaient différemment, il y a eu un métissage et tout ça, il y a des mouvements migratoires. Ces gens-là sont des frères, ils ont toujours été là, et nous, notre génération, et vous, etc., on va le dépasser. Comment faire pour qu'ils soient ensemble? Pour qu'ils soient ensemble, il faut le mettre ensemble économiquement. C'est ce que d'ailleurs Nouvelle Élan va s'évertuer à démontrer dans son projet de société. Donc il faut le mettre ensemble économiquement. Vous allez voir qu'ils auront en communaux des intérêts économiques, ils vont se brasser socialement, culturellement, parce qu'il y aura une unité des sorts, un avenir commun, au lieu de les diviser, alors que tous ensemble sont des victimes des oppresseurs que sont les dirigeants politiques. Ils sont divisés derrière leurs propres oppresseurs. Et donc c'est un peu ça l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas un symptôme, une manifestation d'une crise plus large et plus profonde. Il faut faire des réformes électorales, la CENI, la loi sur la CENI, la loi sur les élections proprement dites, et d'autres réformes sécuritaires pour qu'on aille aux élections et qu'on ait les dirigeants légitimes incarnant la souveraineté populaire. C'est eux qui vont régler cette question, parce qu'ils auront la légitimité nécessaire, ils auront la souveraineté du peuple, ils auront le courage de prendre ses responsabilités. Donc je ne vois pas des gens qui sont ici avoir le courage de le faire, la volonté de le faire, ni la légitimité nécessaire. Donc quand je parle de ce qu'on reprenne la démarche, ce n'est pas avec ce pouvoir. Je souhaite que ce soit notre pouvoir. Évidemment, ce pouvoir de la MOCA sera là à partir du moment où on aura fait les réformes. Mais ces réformes, pour bien obtenir que les gens les fassent, il faut faire pression, il faut une pression populaire. Sinon, ils n'accepteront pas de faire des démarches, plutôt des réformes qui vont les tuer. Ce serait se tirer dans le pied. Des gaietés de cœur, ils feront des réformes à leur image. Baninga baza gérer le pouvoir, baza même en faillite comme jamais auparavant. Babandi kokita na budget où ezaki na se ya onga na tikaki, nga tikaki 3,5 milliards, na futaka 850, multiplié par 4. 150 millions. 151 milliards, plutôt na futaki 800 millions, na tiki 3,5 milliards. Les lots na kanisa baza ikosa la budget rectificatif où ikosuka kaka na 3,5 milliards. Il y a que l'État n'a même pas de salaire, n'a même pas qu'au PESA la province où il y a bango l'Ikabo où il y a 40% pour n'a pas qu'au salaire dans les députés, dans bango tout gouvernement provincial, salaire où bakana qui gratuité où bakana qui ko sala ba salaire en la ville de Chasse na Lubumbashi, bakoki ko matisa salaire il y a des enseignants à niveau il y a Congo Mobimba tête comme il y a des zones il y a salaire et puis frais de fonctionnement où il y a salaire qui ba parents ba foutate les amalamu mais ba pour remplacer ba parents ndenge que ba ko ça va subir dans l'étendue ya mboka Mobimba.